Salut à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 157. Bon, t'es rentré de tes petites vacances, donc qu'est-ce qu'on va leur faire aujourd'hui? En fait, c'était pas de vacances, il y avait les championnats du monde toute la semaine. Donc il me fallait absolument la semaine pour pouvoir regarder toutes les épreuves. Donc aujourd'hui, je pense, on va vous montrer notre sélection des meilleurs moments des championnats du monde. C'est parti, let's go! Évidemment, comment ne pas démarrer ce GCN Show par la victoire d'Axel Laurence, enfin le français, champion du monde espoir homme, après une course palpitante où on a stressé jusqu'au bout. Gros suspense. Ouais, franchement, c'était chaud. Hein. Les 10 secondes là, pendant les quoi, quasiment 5 derniers kilomètres. Ouais, même bien plus. Hein. Ça rentrait. Le Slovaque était vraiment fort. Il est chez Quick-Step d'ailleurs. Donc il était vraiment fort, trop fort d'ailleurs. Je pense que c'est je pense que c'est pour ça aussi que l'Italien a pas relayé et qu'ils se sont enterrés derrière. Ils se sont enterrés derrière aussi parce que derrière ils étaient 5 et qu'il y en a forcément 2 qui allaient pas faire de médaille. Et ça, dans la tête de chacun, ça trotte. Et s'ils avaient été 2 ou 3, c'était cuit, je pense. Ils auraient vraiment collaboré. Mais par contre, je pense que le Slovaque a roulé trop fort. Et que du coup, derrière, en fait, le Portugais qui a signé chez UAE d'ailleurs, pouvait pas rouler et c'était cuit. Au final, il fait 2. Ouais, et le Slovaque, quand même, récompensé en faisant 3. Heureusement pour lui, parce que franchement, vu comme il a tartiné, il est revenu de loin. Par contre, les favoris se sont vraiment marqués et se sont enterrés, quoi. On a Thibaut Nice derrière qui regardait la course de derrière, hein, clairement. Voilà, il a essayé d'attaquer plusieurs fois, mais on avait Pierre Gautra et derrière qui allait chercher tout le monde, qui a attaqué plusieurs fois. Et après, on a aussi Enzo Palini, le français de la Groupama, de la Conti Groupama FDJ, qui lui. Ah non, il est plus dans la Conti d'ailleurs, j'ai une connerie. Il est plus dans la Conti, ouais. Il est World Tour. Parce que ce qu'on voit là, du coup, dans cette course, c'est qu'en fait, ils sont tous dans leurs équipes. Dans les équipes pro pour l'avenir. Hein, c'est clair. Après, Axel Laurence, c'est Alpecin. Derrière, tu nous as dit, il y a Quick-Step, UAE. Ouais. Il y a énormément dans le peloton de coureurs U23, chez les pros, qui sont encore U23. Bon, ça fait quand même polémique aussi. Pourquoi venir sur un championnat du monde espoir quand on est World Tour? Bon, ça perso, j'accepte pas tellement. C'est une catégorie d'âge. C'est une catégorie d'âge, mais tu fais pas les mêmes courses. Il devrait modifier la catégorie d'âge. Chaque année, Pogacar gagne le maillot blanc et en lice pour le maillot jaune, quelque part. Ouais, mais il est plus espoir. Les jeunes ne sont plus si jeunes dans les pelotons. Il est plus espoir, Pogacar. C'est une catégorie sur les grands tours, mais il est plus espoir. Il est plus U23. Mais on peut poser la question aussi, est-ce que c'est normal qu'il bataille pour le maillot blanc et le maillot jaune, sachant que ça fait 3 ans qu'il remporte le maillot blanc. C'est dans le classement. Mais là, on parle vraiment de la catégorie U23. Et moi, je pense qu'on a par exemple Joshua Tarling qui fait 3, qui est espoir chez Ineos, champion d'Angleterre de chrono. Et qui lui, par contre, a refusé la sélection espoir pour aller batailler dans sa catégorie. Il est pro. En World Tour, pourquoi se battre avec des espoirs? Au final, ça aurait été un titre de champion du monde, oui, il aurait forcément gagné, parce qu'il fait 3, on va en parler après, chez les pros. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être champion du monde espoir quand on peut faire podium chez les pros? C'est quand même plus marquant de faire podium chez les pros que d'être champion. Après, c'est un titre de champion du monde, ça se refuse pas, je suis d'accord. Mais au final, ça c'est une vraie polémique. Après, c'est chacun là-dessus, tout le monde a son truc à dire, quoi. Mais moi, je pense que ça sert. Voilà, quand t'es en Conti, ça passe. Une Devo, ça passe. Mais au-dessus, Pro Tour ou World Tour, perso, je suis pas. Ouais, en tout cas, moi, je suis très content que ça soit le Français Axel Laurence qui a gagné, parce que on voit qu'il est allé complètement au bout de lui-même. À la fin, il passe l'arrivée, il célèbre. On ne sait même pas comment il fait pour célébrer, parce qu'une seconde après, il est en train de vomir assis par terre. Non, mais ça, pour moi, c'est ça. Ça, c'est l'engagement. Il a gagné le championnat du monde et comment il a fait pour être le meilleur?
mais c'est lui qui a le plus donné en fait. Il a fait une course. C'est ça qui nous a montré. Il a fait une course incroyable. Franchement, tactiquement, tactiquement, il était parfait aussi. Il était dans la bonne échappée. Voilà, c'était franchement course parfaite. Sur un parcours qui était quand même très très difficile. Ouais, au final c'était honnêtement, j'avais pas envie de la faire. On va passer sur un parcours plus facile. Ouais, ça c'est ma sélection, c'est la victoire de Filippo Ganna sur la poursuite homme en piste. La course a été énorme. Ça a été énorme parce que les deux avaient exactement le même vélo, ça c'était rigolo, donc c'était pas exactement la même couleur. Et Pinarello du coup. Ouais, deux Pinarello avec des couleurs quand même assez différentes. Et en fait, sur 80% de la course, il était jusqu'à 1 seconde 9 derrière Filippo Ganna. Et dans le dernier tour, il remonte tellement fort, c'était à peu près à 60 km/h de moyenne. Dans le dernier tour, il remonte et il gagne avec quasiment 1 seconde d'avance. Ah oui. Donc en gros, il a fait. C'est là où on voit qu'il a peut-être un peu plus de fond, qu'il arrive à durer un peu plus longtemps dans l'effort. Je pense que c'est clairement par rapport à son entraînement sur route. Oui, c'est clair. Et qui reprend et qui gagne de cette façon. Ouais, j'ai vibré devant cette course. Mais c'est vrai que la poursuite, c'est quand même cool à voir. Bon, moi perso, je préfère la poursuite par équipe. C'est encore plus impressionnant avec les relais qu'ils prennent sur la piste. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, donc Ganna, multiples fois champion du monde de poursuite. Je me souviens du match qu'il a perdu contre Corentin Hermenot. C'était au championnat d'Europe, il me semble, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a de ça peut-être 3 ans maintenant, 3-4 ans. Mais où Corentin a essayé de le rattraper dès le départ. Mais ouais, c'était un sacré beau match. Mais c'est vrai qu'il a des super gros finishes. Hein. Franchement, c'est quand même assez impressionnant. C'est trop beau. C'est clair. C'est trop beau à voir. On revient à la route avec le sacre. Et voilà. De Remco Evenepoel sur le chrono, ouais. Il y a eu un beau match justement avec Filippo Ganna. Il était 3 au-dessus. Ouais, clairement, ouais. Moi perso, je pense que si Van Aert n'avait pas fait la course en ligne, il aurait pu être dans le match. Mais voilà, je pense que la course en ligne, on voit tous les coureurs qui ont fait la course en ligne, que ce soit même Tadej, Pogacar, ils sont quand même assez loin. Ils y étaient pas. Trop loin. Et voilà, je pense qu'ils ont mis tout le jus qu'ils avaient sur la course en ligne. On voit Tadej à la fin de la course en ligne qui est justement exténué, qui en peut plus. Il pouvait même plus répondre aux questions des journalistes. Il leur a avoué d'ailleurs. Il a dit je suis désolé, je suis ailleurs. Mais c'est vrai que ça a laissé vraiment beaucoup de jus. Et voilà, Evenepoel qui lui aussi a fait la course en ligne, mais qui n'a pas mis la même intensité jusqu'à la fin. Et je pense que ça justement. Oui, complètement. Puis après c'est un coureur de grand tour aussi, il a peut-être mieux récupéré aussi quoi. Ça en fait partie. Il a peut-être mieux récupéré, on sait que voilà, il a. Evenepoel par rapport à Tadej Pogacar. Oui, mais non mais je ne dis pas que Tadej n'est pas un coureur de grand tour, bien au contraire. Visiblement. Mais ils n'ont pas mis la même intensité jusqu'à la fin de la course. De toute façon, Tadej il fait 3 sur la course en ligne. Oui, c'est pour ça. Ils se sont battus jusqu'à la fin, alors que justement Remco a économisé du jus quand il a senti que le titre lui échappait concrètement. Et c'est du jus, je pense qu'il a réussi à mettre en plus. Parce que voilà, Tadej n'est pas un manche, mais il se fait quand même reprendre par Ganna qui est parti de 2 minutes 30 derrière. J'ai vu. C'était quand même Pogacar, c'est pas un moped, tu vois. Enfin, c'était quand même fou. Mais voilà, Evenepoel par contre, monstrueux. Hein. Monstrueux. Mais la course en ligne, déjà, il y avait un parcours qui était très difficile. Ouais. Plus la météo qui a été exécrable, météo écossaise, clairement. Et plus le contre-la-montre qui avait quand même des bosses et un finish très dur. Ah ouais, très dur. Donc d'ailleurs, il n'a pas changé de vélo ce coup-ci. Tadej Pogacar. Mais par contre, moi sur ce chrono aussi, dès le début, je pensais que l'anglais de 19 ans, Joshua Tarling, allait remporter le match parce qu'il avait creusé. Déjà, il avait creusé 1 minute d'avance, je crois, face à celui qui a fini 4ème. Exactement. Un peu moins d'1 minute. Et 19 ans, 1m94, 78 kg. C'est du beau bébé. Hein. Un monstre. C'est du beau bébé. Après, voilà, on va passer à ça justement. Sur Tarling, tu l'as mis, l'avenir du chrono, je pense, il a un bel avenir devant lui en chrono.
comme tu l'as dit, il est grand, il est lourd, c'est un rouleur pur au final. Et la seule chose qui lui a manqué, c'est de l'expérience et du fond. 19 ans. Hein. Oui, mais pour gagner le titre, on parle. Ah oui. Voilà. Pour gagner le titre, je pense qu'il lui a manqué de l'expérience sur des chronos longs. Voilà, quand tu as 19 ans, tu fais pas forcément des chronos qui font toujours 1 heure, sauf que des chronos d'1 heure, c'est vraiment très spécifique. C'est un autre type de chrono que des chronos de, j'ai une connerie, de 20 bornes ou de 30 bornes. C'est vraiment encore au-dessus. C'est, voilà, l'effort d'1 heure, c'est... Mais j'ai vu qu'il s'entraîne à faire vraiment des longues distances en chrono, mais il faut, en entraînement. Et je crois qu'il avait même fait un record sur plus de 150 km à quasiment à 50 km/h de moyenne. On en discutait hier quand on était roulés ensemble. Le vol chrono, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Si vous voulez performer en chrono, il faut l'utiliser, il faut rouler avec. Tous les triathlètes d'ailleurs, eux roulent avec leur vol chrono bien souvent. Et au final, moi j'en ai fait l'expérience quand junior. Quand j'ai préparé les championnats d'Europe, j'ai roulé pendant, quand j'ai su que j'allais faire les championnats d'Europe, j'ai roulé pendant 3 mois et demi tous les jours avec mon vol chrono. Au final, résultat, je finis champion d'Europe, tu vois. Donc, est-ce que c'était ça ou pas? Mais au final, le vélo, je peux le placer où je voulais. Je savais comment il répondait à chaque mouvement. C'était vraiment un plus. Et oui, le vélo chrono, il faut l'utiliser, quoi. C'est surtout que c'est tellement plaisant d'avoir un vélo de chrono parce que du coup, tu roules dans tes puissances habituelles et tu roules 15 fois plus vite. Honnêtement, j'ai un vélo de chrono juste pour aller plus vite. C'est histoire d'améliorer les statistiques sur Strava. Mais c'est tellement plaisant. Tu roules que pour la moyenne, toi? Pas la moyenne, parce que je roule avec sans l'autopause, moi, sur mon compteur. Du coup, ma moyenne, au plus je m'arrête, au plus elle est mauvaise. Du coup, j'essaye de la faire remonter. Il faut pas. Tu vois mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est clair. On va passer à une autre discipline. Avec le VTT. Avec le VTT. Carton plein pour Ineos. Pauline, elle a encore gagné, Pauline Ferrand-Prévot. C'est clair. Elle a gagné donc 2 titres de championne du monde sur cela, de championne du monde. Elle en est à 15 titres au total. Dans sa carrière, elle a gagné en cyclocross, elle a gagné en gravel, elle a gagné en route, en VTT et en VTT. Honnêtement, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Combien de titres elle va réussir à avoir? Parce qu'elle domine la discipline d'une façon quand même assez dingue. Et c'est plaisant de la voir. Ah mais c'est quand même fou. Elle a une jambe, voire 2 au-dessus de tout le monde. Techniquement, c'est bien plus propre. Ça se voit qu'elle est là depuis des années aussi. Et même le cyclocross, au final, ça donne une agilité que des fois certains n'ont pas, quoi. Mais l'hiver dernier, elle s'est énormément entraînée avec Cécile Ravanel en enduro. Et ça a clairement... oui, ça joue dans... Ça l'a aidé à avoir un peu plus de technique, saut, technique passage défoncé. On voit qu'il y a des pierriers maintenant sur les XCO. On voit qu'il y a des sauts. D'ailleurs, j'aimerais bien t'y voir. Ah non. Il y a moyen maintenant. Non. Avec ton vélo de chrono. Serait peut-être tout casse. Serait peut-être un peu embêté. Tout casse. Et par contre, Ineos, carton plein avec Pidcock aussi. Pidcock. Champion du monde. Ouais, avec une belle course. Mais dans la bosse, il était monstrueux. Il remontait à chaque fois à ce niveau-là. Bon. Il fait encore les intérieurs, comme il a fait en XC. Il fait tomber merde, je ne me souviens plus son nom. Il fait tomber un des participants au moment où ils se battent pour la 3e place sur le XC, sur la short track. Donc il lui a fait l'intérieur, il l'a fait tomber et il a pas mis un petit mot, un petit désolé. Moi, faire l'intérieur, on sait que ça se fait pas, surtout chez les pros, c'est vraiment mal vu, que ce soit sur la route ou en VTT. La course. Mais là, c'est vraiment très brutal. Il lui fait pas l'intérieur avec politesse, il le fait l'intérieur, mode hardcore, quoi. C'est vraiment. Si l'autre concurrent tombe, clairement. Donc ça, moyennement d'accord avec ça. Après, il a fait une belle course sur le XCO. C'est vrai que c'est beau, il est champion du monde
il est champion du monde maintenant et champion olympique avant, donc ouais, c'est une belle discipline pour lui. Voilà, il enlève aussi Nino Shorter hein, de la liste. Mais Nino qui fait 3, il me semble, donc ouais, faut aller le chercher quand même. C'est ça. Et les deux, Pauline et Tom, roulaient avec le Pinarello de VTT, le Dogma de VTT, qui n'est toujours pas à la vente. Qui est toujours pas à la vente. Donc on verra dans le futur s'il sort. Je sais pas s'ils le sortiront, honnêtement. Après, techniquement, ils sont obligés de le sortir parce que. Par rapport à l'homologation à UCI. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça sortira dans les prochains mois parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est sorti. Ouais, depuis le. Mais qu'il est toujours pas en vente. Cet hiver, il me semble. Ouais. Donc normalement, ça devrait être dans pas très longtemps. Et continue sur le VTT. Van Der Poel qui chute dès le premier tour, à la fin du premier tour, qui se tient le genou longuement au sol. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il refait la même chute et le même accident, on va dire, qu'à Tokyo où il était passé à l'avant, où il a mis des mois à s'en remettre. Bon, là, il est reparti sur son vélo. Oui. Donc, c'était différent. En espérant que ce ne soit pas blessé fortement. Non, je pense pas. Il était bien parti quand même. Hein. Oui, après il est parti dans les premières lignes. D'ailleurs, ça, on va en parler. Première ligne, pourquoi faire. Ouais. Vous savez qu'à quel point j'adore Mathieu, mais il y a un respect. Enfin, c'est complètement pas de la faute des coureurs, évidemment, mais là, c'est plutôt l'UCI qui fait je ne sais quoi. Qui manque de respect concrètement à ses coureurs et un jour ça va leur prêter préjudice parce que je comprends pas et je suis complètement pas d'accord avec ça de toute façon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi avant la course, ils ont fait un rappel de règles UCI par rapport au positionnement sur la ligne de départ. Donc en VTT, ils partent par ligne. Comme en cross. Comme en cross. Et le classement dans la catégorie en VTT donc leur donne leur place sur la grille de départ. Et le vendredi, donc après la course des filles où ça n'a pas été appliqué, très important, c'est très important. Oui, ça c'est pareil. Du coup, ils ont reclassé donc Mathieu Van Der Poel qui n'avait pas fait de course VTT mais qui est 6e au classement UCI sur route. Du coup, il est passé de la dernière ligne à la 5e. Sagan pareil. Sagan, lui, il est classé 311e. Au classement sur route, donc il a été repositionné 5e. Sur la 5e ligne, ça avait clairement aucun sens. Et Pidcock, lui, était à côté, mais lui, il avait eu le nombre de points, il avait fait les courses de VTT. Il était plus loin, pas beaucoup plus loin, mais ils l'ont quand même remis 4e ligne ou 3e ligne, il me semble, alors que normalement il était dans la 6 ou 7e. Ouais, mais à la rigueur, ça a plus de sens pour Pidcock. Ça a plus de sens, mais quand tu vois à quel point ça impacte la course après, parce que l'air de rien, on a quand même Victor Koretsky qui gagne, qui a d'ailleurs fait un beau bras d'honneur sur la ligne d'arrivée, mais qui lui fait 4e. Il était positionné du coup 5e ligne, il me semble, 4e ou 5e ligne. Je crois qu'il était même plus loin que ça. Plus loin que ça encore. Donc, il part derrière toute la saison, les routards. Il fait les manches de VTT des Coupes du Monde. Il a les points pour être là-dessus. Et sauf que lui, il est obligé de remonter toutes les lignes. Non, mais surtout que 2 jours avant, il fait un podium sur oui, le puis, short il fait vice-champion du monde sur le. Non, 3e, il me semble. Et 3e. Donc, non, vice-champion du monde. Il a failli sauter sur la ligne. Mais vice-champion du monde sur le XEC, sur le short track, donc voilà, concrètement il aurait pu faire une médaille et parce qu'il revient fort, il était en forme. Non, mais bien sûr. Donc on comprend évidemment sa frustration et moi je suis complètement d'accord avec lui. Après son geste, il fait ce qu'il veut, ça le regarde. Mais je suis complètement d'accord avec sa frustration où ça se fait pas. Je trouve que c'est un peu. Je vais être un peu vulgaire, mais c'est un peu chier sur les coureurs. Perso, les CI, je sais pas ce qu'ils font, à part encore une fois régler leurs problèmes de chaussettes trop hautes et je vais dire un autre truc, mais ils devraient plus s'occuper des mecs qui trichent en mettant de l'argent là où il faut que de faire, on va dire concrètement, du brin comme ça. Mais bon. Après, voilà, on va fermer la polémique parce que ça sert à rien d'en parler 1000 ans. On n'est pas d'accord avec ça de toute façon. Oui. Enfin, moi perso, je le suis pas du tout.
un moment donné, voilà, les mecs qui font du VTT, tu les laisses à leur place. Je trouve ça ridicule. Après, là, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Pidcock, il est quand même chez lui. C'est quand même étrange qu'on le replace. Enfin, ouais, bon après, le gros du problème n'était pas sur Pidcock, mais oui, non, mais il est britannique, on est en Écosse, donc en Grande-Bretagne. Oui, pourquoi faire? Bon après, les coureurs, les top coureurs VTT ont fait une pétition. Ils ont fait remonter l'info, on en parle maintenant, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Voilà. C'est pas très propre ce qu'ils ont fait et puis voilà. Par contre là maintenant on va passer à ma discipline, mon ancienne discipline de ma jeunesse, BMX Racing. Bon là carton plein. 8 Français en quart de finale. Ouais. 6 en demi-finale. 5 en finale. 5 en finale. 3 sur le podium. 3 sur le podium. Un autre 3. Ils ont fait un massacre. Ça s'appelle normalement un braquage à la mexicaine. C'est ça, c'est Romain Maillot qui remporte la finale. C'est dingue, clairement. La course est jolie en plus. Bien sûr. La course est jolie. On espère qu'aux Jeux Olympiques l'an prochain ça va être pareil, clairement. Chose. On pourrait même rêver d'avoir encore plus de Français c'est clair. En finale. C'est clair. Je crois qu'il y avait 2 Colombiens aussi. Donc clairement, ouais, ça va être. Main mise ça fait des beaux matchs. Par peu de nations sur toutes les finales. Bon, c'est bien, ça donne envie à tout le monde de faire du BMX. C'est hyper cool. Ouais, c'est sympa. Ça me rappelle quand t'étais dedans. Quand j'étais dedans et quand il y a eu les premiers Jeux Olympiques. Ok. Du coup, avec Anne-Caroline Chausson. Donc ouais, c'était un grand moment d'histoire dans le BMX. Et enfin, on va finir avec la dernière course, évidemment, parce que c'était il y a 2 jours. L'Autocopéki qui s'impose sur la course en ligne femmes. Après, honnêtement, une belle démonstration. C'est la sœur cachée de Van Aert, oui, il me semble. Ouais, je pense. Honnêtement. Une force incroyable. Elle n'a pas fait du tour des femmes avec Zwift pour rien. Ça c'est clair. Malgré son gabarit, parce que je pense qu'elle est quand même un chouïa lourde comparée aux autres filles. Mais voilà, elle a quand même une force qui est monumentale. Donc non, franchement, vraiment une belle course de sa part. Elle a su garder parfois son calme. Alors qu'on la sentait assez tendue parce qu'elle savait je pense qu'elle était sereine, mais dans un sens où, voilà, quand tu as de la force comme ça, des fois tu t'énerves un peu parce que tu sais que tu peux gagner, tu as l'envie, mais des fois tu gages du jus dans de la frustration en t'énervant sur les autres coureurs parce que voilà, ils veulent pas rouler avec toi parce que tu es en train de leur faire mal ou autre. Et ça, ça, je pense que elle a fait ce qu'il fallait. Elle a réussi à garder son calme. Elle a mis l'attaque quand il fallait. Elle a sorti sa compatriote de chez SD Worlds au moment où il le fallait, Demi Vollering. Donc voilà, franchement, belle course. Belle course aussi de la part de la Suissesse Elise Chabet qui a un petit tour de trop pour elle. Mais en tout cas, qui a fait une super belle course, qui était devant et elle mettait tout ce qu'elle avait. Ah, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elles apportent vraiment un vent de fraîcheur, les filles, sur le cyclisme en général. Quand tu vois l'Autocopéki, qui est absolument une machine. Oui, clairement. Et tu la vois sur Instagram rigoler avec ses coéquipières. Ça fait vraiment un esprit amical, copine. C'est ça. Et à se brancher en permanence. Moi, je trouve, tu as Alicia Jackson aussi, la Canadienne. Oui. Tout ça, c'est vraiment encore différent de l'ambiance masculine, même si Tadej l'apporte énormément. Ouais. Et ça apporte un vent de fraîcheur et puis elles ont des performances qui sont monstrueuses. Donc, moi, ce qui me plaît dans le cyclisme féminin, c'est justement, tu disais la fraîcheur, mais moi, je le vois plus dans la façon de courir. C'est-à-dire que ça attaque un peu plus. En fait, la course est plus décousue. Et la course est plus ouverte. Mais en fait, il y a plus de suspense parfois. C'est un peu des attaques un peu bim bam boum. Et moi, j'aime cette façon de courir, donc je sais que ça me plaît. Et je trouve ça moins cadenassé que la course, qu'une course chez les hommes en World Tour ou autre. Et c'est vrai qu'au final, quand tu regardes les courses World Tour femmes,
Bah moi j'aime bien quoi. Il y a plus d'action. Il y a plus d'action, des fois il y a 1 minute à 5 km, tu dis ouais, c'est fini, elle a gagné, ou alors 5 minutes à 2 km, tu dis c'est bon, elle a gagné. Et en fait au final elle se fait reprendre, enfin il y a toujours des trucs qui se passent et perso moi j'adore regarder parce que franchement je trouve ça hyper... ouais, il y a du suspense quoi, plus que chez les garçons parfois quoi. Ouais. Écoute, le niveau est peut-être plus serré, il y a peut-être des stratégies qui sont un peu différentes. Non, justement, le niveau est plus serré et plus homogène chez les garçons que chez les filles. Donc je pense que c'est justement ce qui crée cette différence. C'est ce qui crée cette différence, c'est sûr et certain. Mais voilà, bon, cool. On a sélectionné quand même des beaux petits événements, c'était sympa. C'est ça, on s'est régalé, hein, vivement l'an prochain. C'est clair. Et on passe désormais aux actualités. Oui. La première actualité, elle sort aujourd'hui. C'est le lancement du nouveau Canyon Endurace. Maintenant, il se décline avec une version CFR. Donc, c'est leur vélo d'endurance qui devient de plus en plus performant. J'ai eu la chance de l'essayer moi en fait en avant-première, on a préparé une petite vidéo. C'est vrai. Donc ils ont travaillé leur aéro pour le rendre encore plus performant, en plus d'être confortable. Ils ont toujours leur tige de selle avec leur système d'absorption de choc, la tige de selle qui est divisée en deux. Ils ont rajouté une petite trappe avec des outils sur le top tube. Donc Endurace veut dire aller plus loin, faire des plus longues sorties, donc voilà, ça c'est assez pratique d'avoir ces petites trappes dans le cadre, surtout que ça enlève pas grand chose au niveau de la rigidité parce que toutes les marques ont des systèmes à peu près similaires. Pour améliorer l'aéro, ils ont modifié le cockpit, où ils ont pris le cockpit de l'aérode, qui en plus est réglable en largeur. Oui. Ça c'est cool, ça évite de devoir changer son guidon. Déjà qu'on peut plus changer les potences maintenant, au moins on peut régler la taille du guidon. Et dans la version CFR, le vélo fait 7,3 kg sans les pédales. C'est beau. 7,3 kg pour un vélo d'endurance Endurace à moins de 10 000 €. 9 999 il me semble. Endurace. C'est beau. Exactement, ça. Avec capteur de puissance, une paire de roues DT Suisse Arc 1100. Donc voilà, de toute façon pour faire un vélo à 7,3 kg avec les outils de réparation à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de solutions. Faudrait le peser tiens après avec les pédales. Non, sans les outils pour voir. Ah ouais, tu peux aussi être un peu plus rouler sans les outils. Avec les pédales, moi il faisait 7,5 kg quand j'ai roulé. Ok, oh, c'est beau. Et pédales et porte-bidon. Et d'ailleurs, vous allez voir ça dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Dans la prochaine vidéo. J'ai pas été à mon top niveau physique. On va pas tout dire. Ça devrait vous faire rigoler. Après, on a aussi un nouveau canyon. On a plusieurs canyons qui sortent. Alors, lequel t'as vu toi? Celui de piste. C'est vrai? Ouais, celui de piste qui est sorti, qui a été teasé par Canyon avec l'équipe du Danemark de piste hein, évidemment. Mais ouais, franchement, super beau vélo. Hein. Super beau vélo. Avec des haubans arrière. Moi, j'avais vu monstrueux. Ouais, les haubans arrière sont monstrueux, qui ressemblent d'ailleurs un peu au Lotus de l'équipe fabriqué par les Anglais, c'est clair. L'équipe de France a un nouveau vélo aussi de piste look avec les mêmes, ils l'ont pas tous hein, mais avec les mêmes haubans. On l'a pas vu sur beaucoup de courses. Très très large. Mais après ouais par contre c'est vrai que le Canyon là, moi j'avais vu justement ce que j'allais dire les prolongateurs qu'ils ont créés semi-moulés, enfin c'est des moulés mais pour tout le monde. C'est pas des moulés custom moulés à ton bras, pas comme j'ai avec les speed bars. Mais c'est vrai que je les avais vus du coup sur le vélo de la championne non, elle n'est pas championne de Pologne, mais c'est la polonaise de l'équipe filles Canyon SRAM. Ok. J'avais vu ça au Tour de France Femmes, je m'étais dit c'est bizarre d'où ça sort ça. Et voilà, en fait ils ont sorti ça justement en même temps. Et plutôt sympa parce qu'au vu du prix du vélo, oui, il y a intérêt à avoir ce genre de prolongateurs, mais au final, c'est des prolongateurs que les coureurs n'utilisent pas parce que eux, ils ont du custom. Et ils ont soit les Watt Shop, soit des speed bars, soit des Sync en titane. Donc voilà, c'est vraiment parce que ça fait gagner énormément de temps. Donc pour les prolongateurs, c'est sûr que
pour le grand public, ça peut être pas mal, bien que je pense pas que le grand public va acheter un canyon de chrono, de pistes. De pistes, non, c'est pas assez développé. Par contre, tu sais où c'est que j'ai vu des prolongateurs similaires, donc c'est-à-dire des prolongateurs qui ressemblent à des prolongateurs moulés, Ouais. mais avec un réglage? Non. C'est sur le Scott Plasma RC de la DSM. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé chez DSM? Fabio Jakobsen qui a signé chez eux. D'ailleurs, leur vidéo de présentation, d'annonce de signature, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa où ça retrace, en soi, c'est la même entité. C'est comme MaPay avec Quickstep, mais on voit Liquigas. On voit toutes les anciennes équipes avec notamment Kittel et tout qui sprint. Donc franchement c'est sympa, franchement la vidéo est vraiment cool. J'ai vraiment adoré. Au début j'ai même cru que c'était Kittel qui revenait. Non mais c'est jamais tu vois, il y a tellement des trucs des fois qui se passent que c'était plutôt sympa. Marcel. Mais, le beau Marcel. Mais après on a aussi un autre transfert assez cool du Britannique Tao Geoghegan-Hart qui lui signe chez Lidl Trek. Donc, ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais ça fait quand même. Il était peut-être un peu trop bridé chez Ineos, et parce qu'il était leader que sur certaines courses. Donc là, il aura peut-être une place plus importante chez Trek. Et en plus, il passe sur un Trek Madone. Ouais. Donc. Après, il roulait quand même avec un Pinarello. Attention. Petit Pinarello F, perso, je le prends. Ça dépend quel est son pays de prédilection. Oui, c'est clair. Mais non, ça va être très intéressant parce que du coup, ça va encore rajouter une équipe performante parce que la Trek, la Lidl Trek, c'est quand même une équipe qui est monstrueuse. Dans le passé, elle était monstrueuse. Donc ouais, ça va être. Elle était monstrueuse parce qu'ils avaient aussi Contador, quoi. Ouais. Qui faisait mal. Donc ouais, c'était pas mal. On va se régaler. Ouais, c'est clair. Et dernière, justement, actu, enfin c'est pas une actu, mais vous l'avez vu, j'ai fait le unboxing du casque HJC Belus et c'est aujourd'hui qu'on révèle les deux gagnants. Oui. Au début, il n'y en avait qu'un. Au début, il y en avait qu'un, maintenant il y en a deux. Maintenant, il y a deux. Donc les grands gagnants sont Stéphane Potier et Marco Couras. Donc félicitations à vous, vous allez pouvoir rouler avec un beau casque. La prod vous contactera. Ouais. Puis j'espère qu'ils nous enverront des photos quand même. Oui, j'espère, comme ça on pourra les mettre dans le prochain. Ils pourront avoir les mêmes casques que nous. Donc, ouais, c'est clair, c'est toujours sympa. Avec des belles couleurs GSM. C'est clair. Ensuite, on va passer à ce qu'il y a prochainement sur GCN+. Ouais. Donc c'est les courses. Hein. Avec les courses, ouais. Les courses premières en premier. Voilà, le championnat du monde, c'est fini, comme vous le savez. On aura prochainement du 15 au 19 août la Vuelta Burgos. Souvent, c'est un peu la course de préparation pour certains leaders qui vont se retrouver sur la Vuelta. Donc, ça reste d'être une belle course, ça va bien se batailler. C'est un peu le Dauphiné espagnol, alors? Oui, concrètement. C'est exactement ça. C'est concrètement ça. Ensuite, une course qui ponce bien les coureurs, parce que je l'ai faite et chaque fois que je l'ai faite, je suis sorti bien fatigué. Tour du Limousin, voilà, avec des belles routes qui rendent rien, des descentes. Quand tu vois un pont, tu sais que ça monte. Voilà, c'est comme ça. C'est une descente, il y a un pont, rétrécissement, ça monte. À coup sûr, dès que tu vois un pont, tu peux te dire, aïe, là je vais avoir mal. Si tu es placé 70e, tu fais une relance d'enfoiré. Fais un peu des accordéons. Tu fais pas l'accordéon, c'est pire que ça. C'est. Ouais, je te le. Tu sais, les bus accordéons là. Oui. Mais c'est très grand, tu vois, c'est encore plus grand que ça. Donc voilà, Tour du Limousin, qui est une très belle course par contre, qui se joue souvent en termes de classement général à pas grand chose. Le dernier jour, il est très dur. Il est très dur. Le circuit final là, il fait mal. Après, on aura une autre belle course avec des beaux paysages, toujours sur GCN+. Du 17 au 20, l'Arctic Race of Norway, qui est quand même une sacrée belle course. Et enfin, là, c'est mon petit péché, c'est pour moi. Voilà, on aura le PTO Asian Open chez les femmes le 19 et chez les hommes le 20,
qui est évidemment une course de triathlon distance L. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec la victoire à l'US Open de Yann Frodeno. Oui. Donc plutôt cool de toujours encore voir du triathlon et de plus en plus sur GCN+. Moi perso ça me fait plaisir. Mais t'as un triathlon toi ce week-end? Oui. Et on va te voir? Pas sur GCN+, non. Dommage. En tout cas, tu seras au triathlon de Vichy. Ouais, 70.3 Ironman, ouais. J'espère que dans ton nouveau métier, grâce à cette vidéo, tu auras peut-être un peu plus de spectateurs qui vont venir t'encourager, ou du moins qui te reconnaîtront. Oui, c'est clair, j'espère. Parce que tu auras ton beau Colnago de chrono. Donc, c'est vrai. Autant là où vous allez nager, on va pas spécialement te reconnaître. Non. Par contre, en VTT, non, je fais pas ça. Sur le vélo de chrono, on devrait te reconnaître largement. Tu n'auras pas la tenue GCN parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pour le triathlon. J'espère que tu vas réussir à avoir un peu des encouragements. Il t'en faudrait, parce qu'il faudrait que tu reviennes. J'aurai une combi cuissard noir, le haut en blanc. Voilà. Moi, j'espère que tu nous ramènes la boîte de pâté lundi prochain. On va se régaler. On va voir ça. Et ensuite, là, c'est ta petite partie parce que je sais que t'aimes bien faire ça, les documentaires. On a un nouveau documentaire qui sort aujourd'hui. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir parce que je suis énormément de gars sur Instagram. C'est l'équipe Legion of Los Angeles. Ouais. Ils sont équipés avec des tenues Rafa. Avec des coureurs et tu les vois à chaque fois, ils font tous les critériums aux États-Unis. C'est d'ailleurs l'équipe, la Legion of Los Angeles, c'est l'équipe qui a gagné le plus de titres en critérium aux États-Unis. Et là, en fait, le reportage, il a été fait sur une seule course, sur la Tulsa Tours, pardon pour mon accent, dans l'Oklahoma. Et c'est avec l'équipe des Miami Brothers. Donc ça va être intéressant parce qu'on est habitué aux courses européennes, clairement, en termes de spectacle. Et là, c'est aux États-Unis, c'est du critérium, c'est 3 jours dans l'équipe. Et en plus, ils ont récupéré des bons coureurs, donc ça va bastonner sec. Ouais, le format est sympa. Et ouais, ça va nous montrer encore une pratique différente. Est-ce que les critériums aux États-Unis, bon, mis à part la largeur des routes, est-ce que ça ressemble à des critériums, on va dire, européens ou même sur le tour mondial? Je sais pas. Mais on va se régaler. J'ai vu le trailer, vraiment c'est pas mal. C'est clair. Et aussi, on y arrive. Sur GCN+, le vélo du mois. Oui. Enfin. Là, c'est du beau vélo. Hein. Ouais. Ah, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, vraiment pas mal. Donc le vélo du mois, de la semaine. C'est le vélo de la semaine. Ah, c'est le vélo de la semaine. Oui. On est que le 14. Il a pas gagné le mois. On est que le 15 par contre. Par contre, il va être dur à battre. Ouais, on l'a déjà annoncé vélo du mois comme ça. Mais non, du coup, vélo de la semaine, pardon, désolé. C'est vrai qu'on est que le 15, je me suis un peu emballé. Mais ouais, c'est vrai que voilà, vraiment beau vélo. Cannondale Super 6 Evo 4 Lab 71 en noir, beau noir brillant. Franchement, vraiment magnifique. De Ander. Et voilà, équipé du race avec les belles roues Invie. Moi perso, les roues Invie, je les aime bien. Les 4-5, les hautes. C'est très beau. Avec la petite chape Ceramic Speed. Bon, il y a un détail que j'arrive pas à voir s'il a des Assioma ou des pédales Garmin capteurs de puissance ou Assioma, j'arrive pas trop à voir. Un truc qui est sûr, c'est que son pédalier du race, il est 5 capteurs de puissance. Et peut-être que tout simplement, il n'a pas eu plus d'argent débloqué par la banque sur son crédit pour payer le pédalier capteur de puissance. Là, on est sur un vélo. Ouais, un des vélos les plus chers du marché. Oui, on ne peut pas le monter. Et la photo est jolie en plus. Énormément mieux. Je pense que ça a été pris devant le magasin. Il n'est peut-être pas encore roulé ce vélo. Mais super vélo. Il n'y a pas un détail qui n'est pas noir sur ce vélo. C'est vraiment super beau. C'est super beau. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, en tout cas, l'épisode touche à sa fin. C'est clair. J'espère que ça vous a plu. Je pense que la semaine prochaine, Alexis va devoir aller chez le coiffeur. Hein.
Toi aussi d'ailleurs. Enlève ta Non. casquette pour voir là. Allez. Ok. On ira tous les deux ensemble. On va peut-être faire une vidéo comment lécher le coiffeur. C'est ça. Sur DCN. Pour une prochaine vidéo, est-ce que vous voulez que Alexis se fasse la coupe mulet? Ça pourrait être très tendance. On va peut-être travailler sur des sujets. S'il y a 500 oui, je mets un gros chiffre comme ça. C'est S'il y impossible. a 500, ouais, mais moi je suis sûr. S'il y a 500 oui dans le prochain commentaire, je me fais la coupe mulet. Voilà, on est d'accord. Tu irais plus vite. C'est sûr. Bon, en tout cas, on vous dit à bientôt et pour de nouvelles vidéos. C'est clair? En attendant, n'oubliez pas non plus de vous abonner. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi d'ailleurs. C'est ça. Allez, bye bye. Ciao.